Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée du conseil municipal de la ville de McMasterville. Nous sommes le 22 janvier 2024. Alors, comme il se doit, puisqu'il s'agit de notre première séance de l'année, je tiens à vous offrir au nom du conseil municipal mes vœux de santé pour la prochaine année. Donc, je vous souhaite de la bienveillance et surtout du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Alors, vous avez obtenu copie de l'ordre du jour qui se trouvait à l'entrée de la salle. Comme il n'y a pas de modification à cet ordre du jour, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour son adoption. Je l'avais proposé, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. Avant de procéder à la période de questions, j'aimerais vous faire part de quelques points d'information. Alors, dans un premier temps, j'aimerais remercier les 72 donneurs qui se sont déplacés pour faire un don de sang lors de la cueillette du 19 janvier dernier. Vos dons sont très importants. Je remercie également l'équipe du Club Optimiste de McMasterville qui ont assisté les employés d'Emma Québec lors de cette cueillette. Et je remercie plus particulièrement les employés de la municipalité et les membres du conseil municipal qui sont venus faire un généreux don de sang. Programme d'accompagnement. Donc, les services récréatifs et culturels désirent rappeler aux parents dont les enfants bénéficient d'un accompagnement adapté pour le camp de jour estival que la date limite pour soumettre le formulaire d'information est le vendredi 26 janvier. Ce formulaire est disponible sur le site Internet dans la section camp de jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Roxane Bégin, technicienne en loisirs. Camp de jour enneigé de la relâche scolaire. Donc, les inscriptions sont en cours pour le camp de jour enneigé de la relâche scolaire qui aura lieu du 4 au 8 mars prochain. Ce camp est offert aux enfants de McMasterville uniquement. Hâtez-vous car les places s'envolent rapidement. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de la municipalité. Offre d'emploi pour celles et ceux qui cherchent un emploi pour la période estivale 2024 et qui désirent faire partie d'une équipe incroyable. Les différents postes sont maintenant affichés sur le site Internet dans la section Offre d'emploi. Plusieurs postes sont disponibles pour le camp de jour ensoleillé, la piscine municipale, la surveillance de parc, ainsi que l'entretien des bâtiments municipaux. Un kiosque d'emploi sera sur place le 17 février lors de notre fête familiale Plaisir d'hiver pour les gens qui aimeraient plus d'informations. Vous avez jusqu'au 18 février afin de faire parvenir votre candidature et alors on vous invite à le faire nécessairement. Les matinées du compte auront lieu cette fin de semaine, samedi le 27 janvier prochain à 10h30. Cette activité est offerte gratuitement à la bibliothèque municipale et scolaire et s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Disco patin. Donc, en février, 2 disco patins sont organisés à la patinoire couverte de 19h30 à 21h. Le vendredi 2 février, venez vous déhancher au rythme de la musique qui a marqué le début des années 2000, plaisir assuré. Le vendredi 16 février, accompagnez ceux que vous aimez. Venez patiner au son des meilleures chansons d'amour. La fête hivernale Plaisir d'hiver, la grande fête familiale, aura lieu samedi le 17 février à compter de 13h à 16h au parc Gilles Plante. Une multitude d'activités vous seront offertes gratuitement, dont les glissades sur tube, l'initiation au curling, des promenades en calèche, un parcours de disc golf, un concours de sculpture sur glace et plusieurs autres activités. Plusieurs prix de présence seront tirés au courant de l'après-midi. L'envoi des comptes de taxes se fera d'ici la fin de la semaine. Vous devriez donc recevoir le tout par la poste dans les premiers jours de février. Il est à noter que la première échéance sera le 28 février prochain. Séance du conseil municipal. Alors, la séance du conseil municipal, la prochaine séance ordinaire du conseil, aura lieu lundi, le 5 février prochain. Prenez note toutefois que nous aurons une séance extraordinaire cette semaine. Donc, ça aura lieu jeudi à compter de 17h, toujours au centre communautaire de McMasterville. Il est possible de nous faire parvenir vos questions à l'avance en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le site Internet sous la rubrique « Séance du conseil municipal ». Alors voilà pour les différents points d'information. Ça nous amènerait à la première période de questions.
Donc, pour ce faire, j'inviterai les gens qui auraient des questions à s'avancer au micro pour la captation vidéo. Simplement décliner votre identité et indiquer votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir. Louis-Alexis Laperle, 835 Albert Gamble. J'avais envoyé une question par courriel. Oui, on y arrive. Ah, super, c'est les questions. Je ne sais pas si vous voulez poser une autre question. Ben oui, ben oui, oui. Ben, allez-y, puis on va compléter avec votre question par courriel. On va y répondre. Cool. Je voulais savoir... Le micro ne marche pas. Ouais. Les micros pour la captation vidéo ne sont pas branchés sur vidéo. Il n'y a pas d'amplification. Non, ils sont seulement pour la captation vidéo. Parlez juste un peu plus fort. Oui. Oui, bon, ben, je voulais savoir... tu sais, Saint-Basile a donné un permis d'abattage d'arbres la semaine passée ou la semaine d'avant. Je voulais savoir, sur le terrain, le 18 de McMasterville, ça va être quoi la chronologie? On va-tu accorder un permis d'abattage, un permis de destruction des milieux humides, ou on suit-tu la même procédure que Saint-Basile là-dessus? J'ai une question. Je ne connais pas avec précision ce que fait Saint-Basile-le-Grand, là. Mais éventuellement, lorsqu'on aura une demande, bien, elle va être traitée par notre service de l'urbanisme en fonction également du certificat d'autorisation qui a été délivré là, par le ministère de l'Environnement. Okay. Donc, Saint-Basile-le-Grand a sa réglementation municipale. Nous avons la nôtre qui a ses particularités. Puis, bien, à la lumière de la demande qui va nous être présentée, on va traiter le dossier. Okay. J'imagine qu'il y a beaucoup moins d'arbres ou de... La Pinède n'est pas beaucoup, elle est plus du côté de Saint-Basile. Avez-vous une idée? C'est 18,82 %. Les arbres matures sont plus du côté de Saint-Basile, mais il y en a quand même du côté de McMaster. Il va-tu avoir une complexité à accorder un permis d'abattage d'arbres comme McMaster, Saint-Basile, c'était quand même un gros volume de 8 000 ou 9 000 arbres à abattre. Oui, bien, je pense que le dénombrement là, de 9 000 arbres, c'est sur l'ensemble du site. Donc, ce n'est pas seulement okay. Du côté de Saint-Basile-le-Grand. Okay. Puis, bien, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on a fait comme requête à Nordvolt, dans le cadre de son plan d'implantation, c'est de faire en sorte de minimiser l'abattage des arbres qui va se trouver sur le territoire de la municipalité. Je ne sais pas du côté de Saint-Basile, probablement qu'ils ont fait la même démarche aussi parce qu'ils ont cette conscience-là également. Ce qu'on sait à ce jour du certificat d'autorisation qui a été délivré par le ministère de l'Environnement, c'est qu'il y a des zones sur le site qui vont être conservées. Donc, ça ne sera pas un abattage complet de l'ensemble des arbres sur le site. Je pense que c'est 50 hectares sur l'ensemble du site, là, de 170 hectares qui devraient être conservés. Donc, quand même une proportion quand même assez intéressante là, dans le but de minimiser les impacts là, sur la faune là, qui se trouve là. OK. Ça ressemble-tu à la proportion du TOD de 2017, là, les arbres à abattre ou les arbres à conserver, mettons, sur le territoire de McMaster? On ne le sait pas parce qu'on n'a jamais eu de plan pour le TOD. Tout ce qu'on avait, c'était un projet particulier d'urbanisme, là. Bon, la trame de rue, tout ça n'avait pas été déterminé. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement là, si c'est le même nombre d'arbres. Probablement que dans le cadre du TOD, il y aurait eu un nombre d'arbres plus grand qui aurait été abattu que dans le cadre du projet actuel à Nordvolt. Un peu partout sur le site, mais plus grand. Okay. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va passer à la question qui nous a été adressée. Oui? Donc, on peut peut-être passer à la question que nous avons reçue en ligne. Donc, la question nous provient de M. Louis-Alexis Laperle. Bonjour. Lors de la séance tenue au mois d'octobre dernier, vous, M. le maire, avez dit que la circulation des camions lourds qui serviront aux travaux d'aménagement et de construction de l'usine serait concentrée à partir d'une entrée sur la route 116. Or, je constate à ce jour qu'aucune entrée via la route 116 n'a été aménagée. Toutefois, les travaux de déboisement et de nivellement s'effectueront de 7 h à 21 h dès que le permis de la Ville de Saint-Basile sera délivré, ce qui devrait être dans les prochains jours. Cela
semble n'être qu'une formalité. Pourquoi nous cacher la vérité sur ce projet, à savoir que la majorité des allées et venues des poids lourds s'effectueront vraisemblablement à partir de la route 223 sur le bord du Richelieu. La route 223 n'est pas construite pour résister à des poids lourds à une telle circulation. Alors, il y a toujours une volonté de construire un accès temporaire via la route 116 dans l'attente de la construction d'un accès permanent, toujours via la route 116. Mais donc, construire un accès temporaire, ça demande quand même une certaine planification. Ça demande d'aller en appel d'offres pour des plans et devis et ensuite d'aller en appel d'offres pour la construction en tant que telle. Donc, ça va prendre quelques mois avant que cet accès temporaire-là soit livré. Ce qui est prévu, c'est que cet accès-là soit en opération au courant de l'été 2024. Donc, d'ici ce moment-là, le propriétaire du terrain, Nordvolt, souhaite accéder à son site, puis le seul accès, c'est celui là, qui était utilisé par la CIL à l'époque, donc il se retrouve sur le chemin du Richelieu. Par contre, le mouvement de véhicules ne se fera pas par McMasterville. Donc, les véhicules vont accéder au site, oui, à McMasterville, mais vont ensuite emprunter la route 223 en direction ouest, donc vers Saint-Basile. Donc, on vient de cette façon-là là, minimiser là, les impacts là, sonores du camionnage là, du côté du chemin du Richelieu. Puis, je comprends que la route 223 n'a pas été faite non plus pour du camionnage intense. On sait aussi, puis on l'a demandé au conseil municipal et à la MRC, que cette infrastructure routière-là soit refaite dans les prochaines années. Donc, on va également maintenir notre demande là, pour que la route fasse éventuellement l'objet d'une réflexion complète. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait poursuivre avec l'ordre du jour. Il y a une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée, si jamais de nouvelles interrogations devaient surgir. Alors, au point 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution, c'est pas vrai, on est à 1.3, qui est l'approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal tenues les 4, 11 et 18 décembre dernier. Donc, l'ensemble des membres du conseil ont pu prendre connaissance de ces procès-verbaux. Si tout est conforme à nos délibérations, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Maintenant, ça nous amène à 2.1, qui est l'autorisation de contribution financière auprès du Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu pour l'année 2024. Considérant que cet organisme a pour mission de faire la promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine et susciter une réponse aux besoins du milieu afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la vallée du Richelieu, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 400 $ à titre de contribution financière à l'organisme Centre d'aide bénévole de la vallée du Richelieu afin qu'il puisse poursuivre sa mission et ainsi lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région. Je propose, M. le maire. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 2.2, autorisation de demande de contribution financière auprès du club de patinage artistique de Belleuil pour l'année 2024. Considérant que ce club est un organisme à but non lucratif qui offre aux résidents de la région des cours de patinage pour tous âges, considérant la volonté de la Ville d'offrir des activités de qualité à des coûts abordables à ses citoyens et citoyennes, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 350 $ à titre de contribution financière au club de patinage artistique de Belleuil. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 2.3, il s'agit d'une autre contribution financière, cette fois-ci pour la Fondation de l'École d'éducation internationale. Considérant que l'École d'éducation internationale a prêté ses locaux gratuitement pour la tenue du marché de Noël et que plusieurs membres du personnel et élèves ont participé à la mise en place et à la préparation de l'événement, considérant que la Fondation de l'École d'éducation internationale a pour objectif de promouvoir et soutenir l'École d'éducation internationale dans son projet pédagogique, considérant que la Ville a perçu une somme de 1 223 pour la location de tables espaces par les artisans ayant participé au marché de Noël
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 1 223 $ à titre de contribution financière à la Fondation de l'École d'éducation internationale. Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Sincan, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. Donc, c'est une belle collaboration qu'on a eue de la part de l'École d'éducation internationale. Non seulement ils nous ont prêté gracieusement les locaux, mais il y a également plusieurs étudiants là, qui sont venus au cours de la journée là, faire du bénévolat dans le cadre du marché de Noël. Donc, on est très heureux de cette collaboration. À 3.1, il s'agit du dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2023. Donc, les membres du Conseil ont eu l'occasion d'en prendre connaissance. Ce rapport sera également déposé sur le site Internet de la municipalité. À 3.2, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de bail de location d'un site pour la gare de train de banlieue à McMasterville. Considérant le bail de location d'un espace ayant une superficie de 204 mètres carrés afin d'y installer un bâtiment de gare annexé à la voie ferrée, lequel est intervenu entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la ville de McMasterville en date du 1er août 2023, considérant qu'il y a lieu de renouveler ce bail. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement du bail numéro 1305-0667 pour la location d'un site pour la gare de train de banlieue à McMasterville, et ce pour une période de 5 ans, allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, le tout moyennant un loyer annuel de 1 000 $. Que M. Martin Dulac, maire ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la greffière ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer le dit bail ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Donc, ce qu'il faut comprendre de cette résolution-là, c'est que la municipalité est propriétaire du bâtiment, mais n'est pas propriétaire du fonds de terrain. Donc, on se doit de renouveler le bail avec le CN. À 3.3, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'abonnement à Edilex. Considérant que l'abonnement de la Ville à la plateforme Edilex vient à échéance le 9 février 2024, considérant les besoins de la Ville d'avoir un système de rédaction de documents pour les appels d'offres et les contrats de gré à gré, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil octroie le contrat de licence et d'abonnement se rapportant à l'utilisation du système Edilex pair à Edilex d'une durée de 3 ans pour un montant de 14 879,72 plus taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels datés du 9 février 2024 et au règlement sur la gestion contractuelle. C'est pas 9... daté du 9 février 2024, pardon. Que la directrice des services juridiques et greffière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer. Proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 3.4, autorisation de signature pour une entente pour un point de service à Saint-Mathieu-de-Belleuil de la SPCA Roussillon. Considérant que la Ville a mandaté le 6 novembre dernier la Société préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon, SPCA Roussillon, pour la gestion animalière sur son territoire pour une durée de 5 ans à compter de la dissolution de la RISA-VR pour un montant de 3 $ par citoyen par année, en plus de la perception des frais des licences pour chiens et chats. Considérant qu'il y a lieu de maintenir un point de service dans les anciens bureaux de la RISAVR, soit à Saint-Mathieu-de-Belleuil, le tout pour une durée de 5 ans à compter de la dissolution de la régie animalière, moyennant le paiement d'une somme de 1 $ par citoyen. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal approuve les termes et conditions de l'entente de service avec la SPCA Roussillon pour le maintien d'un point de service à Saint-Mathieu-de-Belleuil pour une durée de 5 ans, pour un montant de 1 $ par citoyen, soit 6 097 plus taxes applicables pour 2024 et de 1,50 $ plus taxes applicables pour les années 2025 à 2028. Que le Conseil autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement 2023 non affecté d'un montant maximal de 6 097 $ plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à cette entente. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ainsi que, ou en son absence, le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution.
Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque en fait la proposition Et je vais l'appuyer. et Madame Taillon appuie. Donc, vous comprenez que depuis la dissolution de la régie au 31 décembre, il y avait un intérêt là, de conserver un point de service dans la région pour aller récupérer les animaux perdus ou encore pour procéder à l'adoption d'un animal. Donc, ça sera possible de le faire, toujours dans le même local qui était occupé par la Régie de services animaliers de la vallée du Richelieu. C'est un nouvel opérateur, toutefois, qui s'y trouvera, qui est la SPCA Roussillon. À 3.5, il s'agit d'une autorisation pour un mandat de service professionnel pour la revue de la fonction finance. Considérant que dans un contexte d'optimisation et de modernisation des activités et processus du service des finances, il est important de revoir l'ensemble de la fonction finance. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'octroi du contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 21 000 plus taxes applicables afin de procéder à la revue de la fonction finance de la ville de McMasterville, le tout conformément à l'offre de service datée du 22 décembre 2023 et aux lois et règlements applicables en vigueur. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement 2023 non affecté d'un montant maximal de 21 000 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à ce contrat. Que le directeur général ou en son absence la trésorière soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 4.1, vous avez la liste des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF 2024-01 en date du 22 janvier 2024 pour un montant de 1 765 935 et 11 et autorise l'émission des paiements. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 4.2, autorisation pour la création de la catégorie d'immeubles industriels aux fins du dépôt de rôle d'évaluation. Considérant qu'une municipalité doit adopter, avant le dépôt du rôle d'évaluation, une résolution pour que soient obligatoirement identifiées dans ce rôle les unités d'évaluation appartenant à la catégorie des immeubles industriels. Considérant que le prochain rôle d'évaluation sera déposé au plus tard le 15 septembre 2024, considérant qu'il y a lieu de créer la catégorie d'immeubles industriels aux fins du dépôt du rôle d'évaluation, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise la création de la catégorie des immeubles industriels aux fins du dépôt du rôle d'évaluation. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 4.3, il s'agit de la prise d'acte d'adjudication pour la vente d'obligations par soumission publique. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal prenne acte de l'adjudication le 17 janvier 2024 par le directeur général de l'émission d'obligations au montant total de 2 334 000 $ de la ville de McMasterville à Financière Banque nationale, le tout conformément au pouvoir délégué en vertu du règlement numéro 403-00-2013, adopté le 8 juillet 2013 et en accord avec l'article 555.1 de la loi sur les cités et villes. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 4.4, autorisation pour l'annulation des soldes résiduaires pour les règlements d'emprunt 418-00-2019 et 423-00-2020. Considérant que la ville de McMasterville a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe portant le numéro STF-2024-02 selon ce qui était prévu, considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Considérant qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la Ville. Il est donc résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que la Ville de McMasterville modifie les règlements identifiés à l'annexe portant le numéro STF-2024-02 de la façon suivante. Par le remplacement des montants de la dépense
ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes dépenses révisées et emprunts révisés de l'annexe portant le numéro STF-2024-02. Pour la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne subvention de l'annexe portant le numéro STF-2024-02. Que la Ville de McMasterville informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ce règlement par la présente résolution. Que la Ville de McMasterville demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Donc, vous comprendrez que cette résolution-là, elle est nécessaire parce que nous avons procédé à des règlements d'emprunt. Finalement, les travaux se sont avérés moins coûteux, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, on doit adopter une nouvelle résolution là, pour annuler l'écart là, entre le montant emprunté et le coût des travaux. Alors, au point suivant, il s'agit de 4.5, donc autorisation pour une quote-part additionnelle pour la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu. Considérant que le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu, RAEVR, a adopté une résolution portant le numéro 23-41 relativement à un déficit probable pour l'exercice financier 2023 ainsi qu'au montant des quotes-parts additionnels répartis entre les villes membres de la dite régie. Considérant que ces montants pourraient être réduits selon l'indemnisation qui pourrait être versée à la RAEVR par son assureur en lien avec la réclamation déposée dans le cadre de l'événement du 11 janvier. Considérant les disponibilités des fonds découlant des revenus de fonctionnement additionnels perçus au cours de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que le Conseil municipal autorise la quote-part supplémentaire à payer pour l'année 2023 à la RAEVR telle qu'adoptée par son Conseil d'administration le 15 novembre 2023, que le Conseil municipal autorise le paiement de la quote-part additionnelle de la Ville de McMasterville pour l'année financière 2023 lorsque requis, laquelle totalise un montant de 160 272,66 que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et appuyé par M. Lévesque. Au point suivant, il s'agit d'un avis de motion. Oui, donc un avis de motion. Par la présente, Frédéric Lavoie donne un avis de motion qu'il sera adopté une séance subséquente, le règlement numéro 315-12-2024, modifiant le règlement numéro 315-04-2006 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Présente et dépose le dit projet du règlement numéro 315-12-2024. Merci beaucoup, M. Lavoie. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 décembre 2023. Donc, les membres du Conseil ont pu en prendre connaissance. À 7.2, il s'agit encore une fois d'un dépôt, cette fois-ci concernant le procès-verbal de la séance du Comité de démolition tenue le 18 décembre. À 7.3, il s'agit d'une demande d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour des modifications extérieures et l'aménagement du terrain et du stationnement au 601-651 boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 386 afin de permettre des modifications à l'architecture ainsi qu'à l'aménagement du terrain et du stationnement pour le bâtiment principal étant utilisé comme un columbarium et un crématorium. Considérant l'adoption par le Conseil municipal de la résolution 2023-017 autorisant un projet d'agrandissement du bâtiment principal à certaines conditions. Considérant qu'à la suite de l'inspection des services de l'urbanisme et du développement durable, des modifications ont été constatées quant au plan approuvé en ce qui concerne la couleur des portes présentes sur la façade principale et à l'aménagement du stationnement. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que le Conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 494 386 et visant des modifications à l'architecture et à l'aménagement du terrain et du stationnement
pour le bâtiment principal étant utilisé comme columbarium et crématorium, le tout aux conditions suivantes. Qu'un minimum de 2 arbres soient plantés à proximité de l'aire de stationnement dans un délai maximal de 10 mois suite à l'approbation du Conseil. Que 1 000 $ de dépôt de garantie effectué par le requérant pour sa demande initiale soit conservé afin de garantir que la plantation des arbres sera effectuée dans le délai accordé. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 7.4, il s'agit d'une demande d'approbation d'un autre plan d'intégration et des plantations architecturales, cette fois-ci concernant une nouvelle construction, l'aménagement du terrain et du stationnement au 740-760 rue Bernard-Pilon. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 200 afin de construire une habitation bifamiliale isolée avec un logement additionnel, de construire un garage détaché et de réaliser l'aménagement du terrain et du stationnement. Considérant que la demande implique la démolition d'une habitation unifamiliale isolée et que celle-ci a été présentée et approuvée au comité de démolition du 18 décembre 2023 par la résolution numéro CD-2023-07. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal autorise la demande de PIA portant sur le lot numéro 4 494 200 et visant à construire une habitation bifamiliale isolée avec un logement additionnel, à construire un garage détaché et de réaliser l'aménagement du terrain et du stationnement aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du Conseil, qu'un dépôt de garantie de 5 000 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés, que des plans d'architecture révisés et conformes soient déposés avant l'émission du permis de construction concernant l'empiètement de la galerie et de l'avant-toit dans la cour avant, que les niveaux du sol projetés soient les mêmes que l'existant, que les résolutions numéro 2023-80 et 2023-81 du Conseil municipal soient abrogées. Donc, si vous êtes d'accord avec l'adoption de ce PIA, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît, Je vais le proposer, Monsieur le maire. proposée par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyée par M. Lavoie. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2024-03. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. À 8.2, autorisation pour l'ouverture de postes et embauche d'un technicienne au service de l'urbanisme et du développement durable. Considérant que le poste de technicienne au permis et inspection des services de l'urbanisme et du développement durable sera vacant pour une durée temporaire de 50 semaines à compter du 3 juin 2024, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste de technicienne au permis et inspection des services de l'urbanisme et du développement durable temporairement et à temps plein pour une durée de 54 semaines. Qu'un comité de sélection soit formé de toute personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées, d'autoriser le directeur général à négocier et procéder à l'embauche de la personne sélectionnée au poste de technicienne au permis et inspection à titre de salarié temporaire à temps plein pour une durée approximative de 54 semaines, incluant une période de formation et de transition aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, que la directrice des services de l'urbanisme et du développement durable ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Alors, au point suivant, à 8.3, il s'agit d'une autorisation pour la modification d'une résolution, modification d'un poste syndiqué permanent à temps partiel au poste de technicienne aux communications. Considérant la résolution 2023-379 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2023, par laquelle le conseil municipal autorisait la modification du poste syndiqué d'agente aux communications permanent à temps plein pour devenir un poste de syndiqué technicienne aux communications permanent à temps plein. Considérant qu'une erreur s'est glissée dans la résolution au niveau du titre du poste syndiqué, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que la résolution numéro 2023-379 soit modifiée par l'ajout de ce qui suit, suivant le deuxième paragraphe.
Considérant l'adoption de la résolution 2023-110 par laquelle le poste syndiqué d'agent aux communications permanent à temps plein partiel a été aboli et remplacé par le poste de syndiqué de technicienne aux communications permanent à temps partiel. Et qui soit modifié, la résolution 2023-379 soit modifiée par le remplacement du 6e paragraphe par le suivant, que le conseil municipal autorise la modification du poste syndiqué de technicienne aux communications permanent à temps partiel par un poste de syndiqué permanent à temps plein, le tout effectif à compter du 1er janvier 2024. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 9.1, autorisation pour un octroi de contrat pour l'achat d'ensemble de conversion pour poteaux d'incendie avec capteur intelligent. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite réaliser l'achat d'ensemble de conversion pour poteaux incendie avec capteur intelligent, considérant le règlement 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et son amendement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise l'octroi du contrat pour l'achat d'ensemble de conversion pour poteaux incendie avec capteur intelligent à l'entreprise Réal UOT pour un montant total de 67 010 et 76 sous plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 12 janvier 2024. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement 2023 non affecté d'un montant maximal de 67 010 et 76 sous plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à ce contrat. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Donc, je peux lire le scepticisme dans le visage de certains dans la salle. Qu'est-ce que ça fait des poteaux incendies avec capteur intelligent? Ça nous permet de mesurer les variations de pression dans le réseau d'aqueduc, donc d'identifier les endroits potentiels où il pourrait y avoir des fuites et de pouvoir intervenir plus rapidement sur le réseau et ainsi réduire les pertes d'eau potable en lien avec des bris d'aqueduc, entre autres. Alors voilà, au point suivant, à 9.2, il s'agit d'une autorisation pour l'octroi de contrat pour l'amélioration de l'éclairage à l'édifice Richard Plante, qui est le garage municipal. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder à des travaux d'amélioration de l'éclairage pour l'édifice Richard Plante, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour des travaux d'amélioration de l'éclairage pour l'édifice Richard Plante à l'entreprise Baudouin Électrique Québec, Inc., pour un montant de 15 605 plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission numéro 09882 datée du 15 décembre 2023. Que le conseil autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant total de 15 605 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à ce contrat. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et appuyé par M. Pelletier. Donc, ces travaux d'amélioration de l'éclairage sont rendus nécessaires à la suite d'une recommandation de notre mutuelle de prévention pour, évidemment, éviter tout accident de travail. Alors, ça nous amènerait à la correspondance générale dont les membres du Conseil ont eu l'occasion de prendre connaissance et ensuite à la deuxième période de questions. Donc, peut-être des points qui ont été discutés lors de la séance qui ont suscité un questionnement. Ça serait le moment de vous avancer pour obtenir des réponses sur ces différents points-là. Sinon, on peut accueillir des questions également sur tout autre sujet. Ça va me faire plaisir d'y répondre. On est là. Donc, pour le bénéfice de tout le monde, M. Beauchesne, je vous inviterai à vous présenter et à activer le micro. Merci beaucoup. Je l'ai fait, le micro. C'est Beauchesne Pierre sur la rue Beauvoir. Très bien. Je me demandais, pour ce qui est du roussillon, SPCA roussillon, est-ce qu'il s'occupe des animaux sauvages aussi? Si on les appelle pour une moufette, un siffleux, Oui, il y a différentes interventions. sont payés ou... Non, c'est un service municipal.
Alors, il y a des interventions qui peuvent se faire sur les animaux de la faune. Toutefois, ça, c'est encadré par différentes lois là, du MAPAC, exactement. La capture systématique d'animaux de la faune, ça se fait plus, ça, comme pratique. Hein? On va Mais parler... quand il t'empêche de rentrer dans ta maison... Oui, bien là, on va parler davantage d'effarouchement pour essayer d'éloigner les animaux. Mais ultimement, au-delà de ça, il y a aussi la possibilité de faire affaire avec un trappeur privé. Ben, lui, il a le droit, puis moi, j'ai pas le droit. Bien, en fait, pour avoir le droit d'intervenir sur un animal de la faune, ça prend des permis. Hein? Ah, ouais. Oui, tout à fait. Si j'ai une grenouille dans ma piscine, qu'est-ce que je fais? Milieu humide? Je vous laisse juger de la situation, M. Beauchesne. Je suis certain que vous allez faire ça avec le plus grand égard. J'aimerais savoir s'il y a des castors dans la zone. Il y a un site Internet là, qui s'appelle, je sais pas, CAC. Là. Ils disent qu'ils ont parlé de castors. C'est possible qu'il y ait des castors là? Là, il faudrait qu'on rafraîchisse ma mémoire, M. le directeur général. Est-ce que le castor faisait partie de l'inventaire faunique du site? Pas que je me souviens. OK. Il est par contre possible qu'il y en ait sur un terrain qui soit contigu au site de Nordvolt. Donc, il y a un terrain là, qui est une zone de conservation où traverse le ruisseau Bernard. Ouais. Donc, qui n'est pas un terrain qui appartient à Nordvolt, donc qui ne sera pas sujet à des travaux. Okay. Donc, ça pourrait être un endroit potentiel pour le castor. Donc, ça fait des barrages, ça fait des inondations, ça... Ouais. On m'a déjà rapporté, moi aussi, qu'il y avait des castors sur le ruisseau Bernard à cet endroit-là, mais je n'ai pas eu la certification d'un biologiste là, pour vous dire ça. Moi, j'aimerais savoir aussi s'il y a des villes ou des villages le long du Richelieu qui ont peur qu'un Norvol s'installe pour la qualité de leur eau. Bon. Y a-t-il eu des plaintes ou des gens t'ont appelé « Hey, Martin, fais pas ça. » Dans des villes comme institution, là, comme conseil municipal, non. On n'a pas eu ce genre de commentaires-là. On a des citoyens qui nous le rapportent, par contre. Les citoyens de McMasterville ou de la région là, qui ont cette crainte-là. Puis évidemment, bien, on a posé des questions en lien avec ça, à savoir bien, comment va être encadré le rejet des eaux qui vont être utilisées dans le cadre du processus de refroidissement de Nordvolt, là, pour s'assurer que ça soit une eau de qualité puis qu'on ne va pas rejeter là, des éléments nocifs pour l'environnement. Puis tout ça va être encadré. Nordvolt va devoir soumettre un protocole au ministère de l'Environnement pour obtenir un fameux certificat d'autorisation qui va lui permettre, premièrement, de capter de l'eau dans la rivière, puis ensuite de la rejeter. Donc, tout ça va faire l'objet d'examen de la part du ministère de l'Environnement. Puis, tu sais, on est quand même assez rassurés là, jusqu'à maintenant du travail qui est fait, autant par Nordvolt que par le ministère de l'Environnement. Je pense que le dossier est traité avec la plus grande rigueur. Ça veut dire que l'agrandissement chez Demers, du columbarium, puis c'est pas à cause de Nordvolt. Il n'y aura pas plus de clients. Là. Merci beaucoup, bonsoir. Vous avez beaucoup d'imagination, M. Beauchesne, mais effectivement, il n'y a pas de lien. Bonsoir, donc Jean Thibodeau de la rue Camille-Chéney, district des Chênes. Mes questions, je ne poserai pas de questions pour Nordvolt, je pense que vous êtes tanné d'y répondre, donc je vais y aller sur... Ça me fait plaisir d'y répondre. Je vais y aller sur les sujets de ce soir. Mon premier point, c'est sur l'avis de motion que M. Lavoie a lu ce soir, le point numéro 5. Je remarque qu'il y a un contrat qui a été octroyé à Raymond Chabot pour valider la fonction finance. Y aurait-il pas lieu d'attendre le rapport de Raymond Chabot avant d'accepter ce type de modification-là? Bien, en fait, le mandat qui est donné, c'est un mandat d'étude en optimisation du service. Le contrôle financier doit faire partie de l'optimisation, j'imagine? Bien, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que au fil des années, il y a des nouvelles responsabilités qui sont dévolues à l'ensemble des municipalités, dont McMasterville, ce qui a fait en sorte d'alourdir la tâche
du personnel du côté du service des finances. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on devra éventuellement ajouter une ressource du côté de ce service-là, mais avant de le faire, on veut obtenir un mandat en optimisation pour voir s'il y a certaines tâches qui pourraient être faites différemment dans le but de gagner du temps. C'est vraiment l'objectif du mandat actuellement. Donc, il n'y a pas de validation du contrôle financier ou quoi que ce soit dans le mandat. D'accord, merci. Dans une résolution sur la RAEVR, j'ai entendu dans le préambule un incident du 11 janvier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est 2022. Donc, c'est un incendie là, qui a eu lieu là, c'est le fameux incendie. à l'installation. Là. Ouais. Mais j'imagine qu'il y avait un budget d'établi pour la RAEVR. Normalement, elles doivent de respecter les budgets. Pourquoi une quote-part additionnelle? Oui, c'est ça. Bien, je vais laisser notre représentant à la régie, qui est M. Lavoie, là, vous expliquer la situation du côté de la régie. On en a discuté en caucus juste avant. On attend après un règlement de l'assureur. Donc, on a dans le processus, là, sans parler du processus de biométhanisation, au terme du processus, on doit faire sécher des boues, donc des résidus, si on veut, là, du processus, qu'on va après, une fois séchés, porter sur les terres. Ça a passé au feu en janvier 2022. Donc, nous, suite à ça, on a pris des actions budgétaires. Il fallait être capable quand même de déplacer ces bouts-là. Coûtent plus cher, sont plus pesants, tout ça. Là. Donc, on avait budgété en fonction du remboursement de l'assureur. Donc, janvier 2022, on s'attendait à... C'est 1,7 million en passant. Là. Donc, on s'attendait à avoir le 1,7 million durant l'année 2022, qu'on n'a pas reçu. Donc, on a fait le budget 2023 avant la fin 2022, là, comme on le fait toujours, là, en pensant qu'on allait avoir les sommes. Donc, lorsque l'auditeur est venu, bon, il s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas les sommes en 2023. Ce qui fait que, bon, on s'est dit, on va avoir l'argent en 2023, le 1,7 million. Et à ce jour, il n'est toujours pas rentré. Sauf budgétairement parlant, il faut aller chercher ce 1,7 million quand même pour boucler le budget. Donc, cette somme-là, c'est la portion de McMaster dans le 1,7 million qui sera remboursée fort probablement cette année. Puis, je suis très confiant que ce soit cette année parce qu'il y a des étapes qui ont été mises en place depuis 2 semaines. Pour que l'assureur nous rembourse. Puis, ultimement, bien, l'argent va revenir dans nos coffres. OK, donc c'est ça, il y aura un retour Exactement. des sommes. Exactement. C'est un genre de prêt, si on veut. Là. D'accord. Ouais. Vous êtes optimiste relativement au règlement Très de l'assureur? optimiste. On a rencontré l'avocat la semaine dernière, Maître Poupard. Donc, oui, très, très satisfait. Je me trompe dans son nom tout le temps, là, mais Maître Poupard, effectivement. Très bien. D'autres questions maintenant relativement à vos obligations? Est-ce qu'il y a une prévision du taux d'intérêt qui va être octroyé par la Ville? Le taux d'intérêt pour, La vente d'obligations? c'est dans la résolution. Je ne l'ai pas entendu. Vous nous dans le la lecture répétez, de la résolution. Allez voir. 5,1, là? Normalement, c'est 5 avec la... Le taux, c'est 4,75 599. Sur le taux marché, parfait. Et félicitations d'améliorer la sécurité des travailleurs au garage municipal par de l'éclairage. Je pense que c'est une bonne idée. Merci. Merci, monsieur. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Mme Bernard de la rue Beauvoir à McMasterville. Moi, j'aimerais juste savoir, avec toutes les technologies qui existent aujourd'hui, si c'est possible pour la ville de McMasterville de mettre un système qu'on puisse bien comprendre quand on assiste aux rencontres ou quoi que ce soit. Parce que pour les handicapés, on fait des rampes d'escalier, mais pour les gens qui entendent moins bien, c'est pas facile, là, parce que le micro est là, puis vous êtes situé ici. Puis personne de vous autres parle fort. Aucun. On va régler ça, Mme Bernard. On va régler ça. Merci. Bonsoir. Dave McMahon de la rue Yves Sylvestre. Donc, 2 questions sur le projet Nordvolt. Donc, la première, on nous avait expliqué qu'il y avait un changement de zonage qui était requis pour la portion de terrain de McMasterville. Donc, je voulais avoir peut-être une petite mise à jour là, à cet effet-là. Est-ce que le changement de zonage de résidentiel à industriel a été fait ou c'est sur le point de se faire? Bien, oui, effectivement, c'est sur le point de se faire. On est en processus là, avec une firme d'urbanisme
externe là, pour pouvoir travailler aux différents règlements qui vont s'appliquer à cette zone-là. Quand le travail va être complété, on va pouvoir aller de l'avant là, avec le changement de zonage. C'est ça va être publié sur le site web. Là. Ils vont avoir comme une motion ou je ne sais pas comment que ça se... OK. Oui, tout à fait. Pour les changements de réglementation, ça est publié sur le site web de la municipalité. Ouais. OK. Puis ma deuxième question, c'est on nous avait parlé d'une séance d'information par le provincial qui était censé venir ici. Est-ce qu'on a du nouveau par rapport à ça? Est-ce que c'était reporté ou... Très content que vous m'en parliez parce qu'on est en communication avec des gens au gouvernement du Québec. Puis, on a réitéré notre souhait qu'il y ait des séances d'information, là, notamment de la part du ministère de l'Environnement, pour qu'ils viennent expliquer à la population comment le projet de Northvolt va être encadré, comment la loi s'applique à ce type de grand projet industriel-là pour assurer un respect de l'environnement. Nous, on a confiance là, que le ministère va faire son travail adéquatement, mais je pense que plus que ça, il faut qu'ils viennent l'expliquer à la population plus en détail comment ils vont procéder. Alors, on est toujours en attente, mais ce que je vous confirme, c'est qu'il y a eu une relance là, de notre part là, pour signifier notre intérêt à ce qu'ils reviennent là, sur le territoire de la municipalité pour faire les fameuses séances d'information qui avaient été annoncées, c'est en novembre ou en décembre dernier. Là. OK. Bien, merci. Pas de quoi. Ça fait plaisir. Je m'habitue. Oui, c'est bon. Y a-t-il une raison pour laquelle le marché de Noël se déroule à l'intérieur? Question. Je ne suis pas bénévole, rien. Oui, je n'ai pas de crédibilité là-dedans, mais je me pose la question année après année. Oui. Puis je me dis, moi, j'irais plus si c'était à l'extérieur, mais il y a sûrement des raisons. C'est une question de ressources, tout simplement. En fait, c'était la 3e année du marché de Noël cette année. On a commencé dans la toute petite salle des miroirs, là, qui est l'autre côté. Oui, je me souviens. Finalement, c'était exigu comme endroit. Finalement, on a pris de l'expansion. Ça se faisait dans la salle des miroirs et dans la grande salle ici. Encore une fois, événement très, très populaire, plus de 2000 personnes. Donc, on avait besoin de davantage d'espace. On a pensé à l'École d'éducation internationale, qui a été vraiment, encore une fois, un très, très grand succès. Donc, on souhaiterait un jour pouvoir le tenir à l'extérieur, mais à ce moment-là, ça prend des abris, ça prend toutes sortes de logistiques dont on ne dispose pas, là, malheureusement, là, à la municipalité. J'aurais peut-être une suggestion, mais la patinoire couverte, je sais que la glace, à ce moment-là, est déjà faite, normalement. Oui. Mais tu sais, mettre un tapis ou quelque chose, puis mettre des kiosques dans la patinoire, c'est une suggestion. Moi, ça serait plus féerique un peu dehors, mais c'est peut-être des coûts. Non, c'est sûr qu'on a un bel emplacement pour ça sur la patinoire, mais ça sera évalué. Là, en même temps, on va couper des heures de glace aux gens. Donc, ça sera évalué. Cool. Ma deuxième question, c'est à propos d'il y a 2-3 ans, quand vous avez revalorisé le boisé Bernard, ruisseau Bernard, avec les frênes morts, dans le fond. Oui. Je suis un peu désolé de voir les tables de pique-nique ou le mobilier urbain qui n'a pas été très, très... tu sais, il y a des tables qui sont en décomposition un peu le long du petit pont. Oui. Y aurait-tu moyen, tu sais, quand on va faire avec Northvolt, on va sûrement faire le même principe de sortir du bois, revaloriser, de mettre du vernis sur les tables, tu sais, pour que ça soit solide. Je vois sur le chemin, le nouveau chemin, je vois que les tables sont vernies, sont solides, ils vont durer longtemps, mais je suis un peu désolé de voir que le frein en fait, le projet de revalorisation, de conservation du parc du ruisseau Bernard, c'est quelque chose qui est toujours en cours parce que ça demande beaucoup de sous là, pour faire le projet final qu'on voudrait faire. Là. Les tables à pique-nique dont vous parlez, elles ont été achetées pendant la pandémie. C'est des tables à pique-nique canadiennes Tire. Là. Ah, c'est pas du frein? Non, c'est pas des tables qui ont été faites à partir du bois revalorisé. Okay. Ce qui a été fait avec le bois des frênes, c'est le mobilier là, qui se trouve sur la rue, à l'entrée de la rue Beauvoir, l'impluvium qui se trouve à cet endroit-là. Donc, essentiellement, c'est ça. Ça va durer, là. Ça, je pense que oui, ça va durer. Le bois a été traité, à ma connaissance, donc
Ça devrait avoir une durée de vie plus longue. Donc, oui, c'est ça. Les tables à pique-nique Canadian Tire de la pandémie, c'était vraiment pour permettre aux gens là, d'avoir un endroit pour se rassembler à l'extérieur. C'était très populaire à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition de ces tables-là. Okay. Les villes, habituellement, on n'achète pas ce genre de mobilier-là parce que ça ne dure pas dans le temps, parce que c'est souvent vandalisé. Il y en a même qui ont été volés. Il y en a qui sont dans le boisé. Je ne sais pas, les jeunes, ils ont transporté oui, c'est ça. Donc, c'est des tables mobiles. Donc, dans la phase du projet du Ruisseau Bernard, là, qui est le sentier entre Yvon Lheureux et Ernest O'Doherty, effectivement, là, il y a du nouveau mobilier là, qui est de calibre municipal, qui est beaucoup plus durable, là, qui est anti-graffiti, égratignure et tout ça. Parfait. Donc, c'est le genre de mobilier là, qu'on souhaite acquérir là, pour la suite du projet. La société qui va abattre des arbres sur le terrain de Northvolt, c'est-tu la revalorisation Québec, je ne sais pas quoi, là? Allez-vous faire affaire avec la même que Saint-Basile? Bien, en fait, ça, c'est vraiment Northvolt là, qui a donné un mandat pour s'assurer que les arbres abattus soient revalorisés. Et je pense que oui, c'est la même compagnie chez qui on avait... Est-ce que c'est la même compagnie, Monsieur le directeur général? Le Centre de valorisation du bois urbain? Ah, c'est ça. C'est pas la même? OK. OK, donc c'est autre chose. Par contre, l'administration municipale a déjà communiqué avec Northvolt pour signifier l'intérêt de la municipalité pour qu'une partie du bois revienne chez nous, parce qu'on a des projets encore. Vous savez, là, le sentier Guillaume-Leboeuf dans le parc du Ruisseau-Bernard, là, c'est le sentier qui traverse de la rue Ernest O'Doherty au boulevard Constable. Le sentier qui est toujours en boîte. Là. Ouais. Bon, ça, il est toujours en boîte parce que c'est un milieu humide. Ben oui, c'est ça, il y a des racines. Puis... Alors, ça, on... J'ai pas de problème avec ça. On met des bottes puis on y va. Alors, oui, c'est ça, mais bon, ça pourrait être plus agréable. Donc, le projet qu'on a, qu'on souhaite réaliser, c'est d'avoir un trottoir en bois. Donc, qui ferait en sorte que ça serait beaucoup plus agréable de circuler. Donc, on voit ce genre de trottoir-là un peu partout, au Mont-Saint-Hilaire, dans le parc à Longueuil, dont le nom m'échappe. Bref, ça serait très intéressant d'avoir ça chez nous. Ça va prendre une quantité quand même très importante de bois. Donc, on a fait cette demande-là. On verra là, comment on peut essayer de tirer parti là, de l'abattage des arbres là, sur le terrain de Northvolt. Là. OK. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus... Quel est votre nom, monsieur? Mon nom est Emmanuel Laroche. J'habite McMasterville depuis le 19 juin 2002. Alors, ça fait ça va faire 22 ans. Et je demeure sur la rue Poirier. Et puis, contrairement à monsieur tout à l'heure, moi, c'est le projet Northvolt qui m'amène à parler ici. En ce qui a trait à la gestion de l'argent de la ville, de votre travail, tout ça, moi, je trouve qu'on est en affaires. Je trouve que tout est parfait. Je me sens vraiment bien par rapport à ça. Et la dernière fois que j'étais venu, une fois au conseil municipal, c'était pour suggérer de mettre un stop juste à côté ici, sur Constable, pour la sécurité des jeunes. Et ça a été fait, tout ça. Et j'aime beaucoup la municipalité où je suis. Donc, je veux juste faire part d'un malaise que je vis. Je n'ai pas vraiment de questions. Je vais essayer d'en faire une à la fin, en formuler une. Mais c'est plus un malaise général que je vis, puis d'autres citoyens aussi avec lesquels je parle, puis des gens dans la région. L'intervenant un peu avant moi, vous avez un peu répondu à sa question en disant que vous demandez au provincial de venir nous parler, tout ça. Je pense que ce serait vraiment une bonne chose. J'ai fait mes devoirs, je suis allé écouter le vidéo qui a été fait de toute votre équipe concernant le projet Northvolt. C'était très, très bien fait. Vraiment, merci. Ça répond à toutes les questions. Tout va bien, Madame la Marquise, mais derrière ça, il y a quand même une prémisse derrière tout ça qui est quand même un éléphant qui débarque dans notre cour. Et je ne doute pas du tout des pouvoirs municipaux et de la bonne volonté de votre équipe de s'assurer qu'une fois que le train est en marche, la réglementation environnementale soit bien respectée, tout ça.
Oui, d'accord, mais c'est quand même immense. Pour moi, ça vient... Je vois aucun point positif à ce qu'une usine immense débarque dans notre cour. Au début du vidéo, de la rencontre que vous avez faite, vous parliez de l'histoire ici. Historiquement, il y avait la CIL et tout ça. C'était industriel. Il y a un siècle. Mais maintenant, McMasterville, où on vit, c'est presque un des meilleurs endroits pour vivre en termes de lieu résidentiel. Il y a quelques années, je me souviens plus si c'est dans l'actualité ou dans une autre revue, c'est probablement la meilleure ville pour s'installer parce que c'est tranquille, c'est plus la banlieue, c'est pas encore la campagne. C'est vraiment extraordinaire, puis vous faites un excellent travail, je le répète, je suis flatte dans le sens du poil, c'est pas pour être flagorneur, mais c'est vrai, on est bien ici. Et il y a quelque chose de champêtre ici, il y a le bord du Richelieu, tout ça. C'était industriel il y a 100 ans, et là, il y a une grosse usine qui arrive, ça reprend son rôle industriel, il y a un Saint-Basile un peu aussi là-dedans. Mais est-ce que la ville n'a pas finalement changé de vocation, justement? Moi, mon réflexe, c'est pourquoi c'est dans ma cour. Donc, on peut dire, oui, mais on n'arrête pas le progrès, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais il y a des villes industrielles qui sont en désolation économique, qui n'ont pas d'emploi, qui ont un taux de chômage élevé. Sorel, il y a des industries traditionnelles qui ont quitté. C'est pourquoi ils ne sont pas allés s'installer là. Ici, c'est le plein emploi. Tu sais, il n'y a personne qui cherche une job ici. En tout cas, il y en a peut-être, mais je veux dire, c'est riche, c'est champêtre. Et là, tout d'un coup, ça va venir. Pour moi, champêtre, vous savez ce que ça veut dire? Bon, pour moi, ça va venir un peu défigurer la région. La 116 qui est déjà à pleine capacité. Les gens qui vont venir travailler là, ça va valoriser un peu les commerces de la région. Un McDonald's va ouvrir, un Thai Express. Je ne vois pas comment. Moi, en tout cas, je vis un malaise par rapport à ça. Puis là, je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres. Je pense que la Ville a fait ses devoirs. Mais le progrès, dans une question de fond, le progrès en 1924, ce n'est pas le progrès en 2024 avec les changements climatiques qu'on connaît, tout ça. La conservation, c'est bon aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a un terrain où il y a des arbres qui poussent qu'il faut absolument mettre un terrain de soccer ou le couper. La conservation, en 2024, ça fait aussi partie du progrès. Puis ça peut... Je comprends qu'au point de vue économique, il faut toujours qu'on construise, il faut augmenter les revenus, mais est-ce que ça, c'est pas en train... Est-ce que c'est pas un peu notre devoir de changer cette façon-là de voir? Peut-être que ça sonne un peu comme un apôtre de la décroissance. Oui, voilà, exactement. Bien, j'ai tendance à penser que c'est vers ça qu'il faut aller. Puis le projet Nordvolt, je comprends pas pourquoi ça débarque dans notre cours. Et donc, si j'essaie de tourner en question mon intervention, parce que je pense que je viens de faire valoir mon point, là, il y a toute l'histoire de la fameuse étude du BAP. Et là, je n'ai pas les papiers avec moi, je n'ai pas la preuve de la date exactement, mais le gouvernement de la CAQ a fait changer un règlement au dernier moment pour ne pas que ce soit soumis à une enquête environnementale avant que débarque Nordvolt. Ça ne veut pas dire que je suis complètement contre, mais on a quand même en droit de se poser cette question. Quelle est la position de la Ville par rapport au fait qu'il n'y a pas eu d'enquête du BAP? Si je peux transformer ça en question, quelle est votre position par rapport à ça? Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Puis encore une fois, je me sens en affaire avec l'équipe d'ici. J'ai vraiment... mais il y a quand même la prémisse de tout ça. C'est quand même un gros éléphant qui débarque dans notre cour, puis c'est pas un jardin de roses, là. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est intéressant les différents points que vous soulevez, puis ça va m'amener là à rappeler certains éléments sur le dossier Nordvolt. Donc, premièrement, ce que j'ai noté, là, vous vous interrogez sur les avantages d'un tel projet
pour la ville de McMasterville? Bon, première des choses, on le dit à de nombreuses reprises, puis c'est souvent ce qu'on amène, là, mais c'est sûr que l'élément financier, il est majeur avec un projet de cette nature-là. Puis je vous explique pourquoi que ça doit être dans nos préoccupations comme conseil municipal. Bien, premièrement, quand on rencontre les citoyens, les gens l'ont, cette préoccupation-là, de faire en sorte d'avoir un contrôle sur l'augmentation des taxes municipales. Hein? Les gens n'aiment pas ça, être taxés. Les gens veulent le plus de services possible avec le moins de taxes possible. On a compris ça, c'est ce qu'on s'efforce de faire, mais à un certain moment donné, il y a des arbitrages qui doivent être faits. Donc, évidemment, quand on a des opportunités d'aller chercher des revenus supplémentaires dans la municipalité pour offrir des meilleurs services, puis là, ça implique de refaire des parcs, ça implique de refaire des rues, de refaire des infrastructures d'aqueduc parce qu'on a des bris d'aqueduc. Ça implique de faire des placettes le long de la rivière, donc des éléments concrets qui viennent ajouter à la qualité de vie de notre monde. Mais ça se fait déjà en ce moment, notre qualité de vie s'améliore déjà. Oui, on le fait, mais si on a plus de leviers financiers, bien évidemment, on va pouvoir en faire plus. Dans une municipalité, la façon que la fiscalité municipale est faite au Québec, si on n'a pas de croissance, si on n'a pas de nouveaux apports de revenus dans une municipalité, donc comme les budgets municipaux sont faits à 75-80 % de salaire et que les salaires augmentent à chaque année, donc si on n'a pas de nouveaux revenus, inévitablement, les nouveaux apports de revenus passent par des augmentations du compte de taxes. Donc, dans une ville comme McMasterville où le potentiel de développement est limité, c'est sûr qu'il y a lieu de penser qu'il y aura des augmentations du compte de taxes dans le futur. Donc, c'est pour ça que le conseil municipal est orienté vers des opportunités de développement là, ou des opportunités de redéveloppement. Donc, projet Nordvolt, un intérêt très, très important au niveau financier. Vous savez, on parle de 20 à 30 % du budget municipal. Là. C'est quand même pas rien. Un budget municipal de 11 millions. Donc, on pense à aller tirer entre 2 et 3 millions là, de revenus supplémentaires là, avec le projet de Nordvolt. Et ce, dès 2024, là, il y a déjà un apport financier qui devrait nous arriver en 2024. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cet argent-là pour nous permettre de faire des projets, de mettre à jour nos infrastructures. Puis on a des besoins de ce côté-là. Parler de la rue Poirier, une rue qui est identifiée dans le cadre de nos plans d'intervention parce que c'est une rue qui a quand même un certain âge, qui a des bris d'aqueduc sur cette rue-là. Il y a même des refoulements d'égouts à certains égards. Donc ça, c'est des travaux qui coûtent extrêmement cher. On a eu des appels d'offres là, pour la rue Morin, Bretagne, là, pour refaire les infrastructures souterraines, refaire le pavage. On est dans l'ordre de 2,5 à 3 millions de dollars pour 2 parties de rue. Là. Donc, on a des défis importants d'un point de vue financier à McMasterville pour les prochaines années. C'est pour ça qu'on a une orientation vers des opportunités de développement. Maintenant, pas n'importe quel développement. On ne veut pas n'importe quoi. Je vous rappelle qu'il y avait un projet de développement industriel, de développement résidentiel qui était prévu sur ce terrain-là. Là. Et ce, depuis 2017. Il y a un plan particulier d'urbanisme qui a été adopté, donc c'était prévu qu'il se passe quelque chose sur ce terrain-là. Est arrivée l'opportunité de Nordvolt où on s'est dit, qu'est-ce qui est le mieux pour notre monde? Là? Est-ce qu'on est mieux de continuer à persister avec un développement résidentiel ou d'opter pour le développement industriel? Puis là, ben, on fait une analyse coût-bénéfice. Puis on regarde, ben, un développement résidentiel, premièrement, on ne sait pas à quel moment que ça va partir, mais ça va partir inévitablement parce qu'il n'y en a plus de terrain là, pour du développement résidentiel dans la grande région de Montréal. Maintenant, ça va amener, oui, des revenus, mais aussi des coûts. Parce que, bon, ça va prendre une trame de rue, ça va prendre du déneigement, ça va prendre des services de loisirs supplémentaires, un parc qu'il faudra entretenir. Il faudra probablement aussi acquérir un terrain pour une future école, ce genre de choses-là. Donc, des coûts, des revenus.
Tandis que l'industriel nous amène pratiquement que des revenus. Des coûts là, en termes d'infrastructure, là, on n'en a à peu près pas dans le cadre du projet Nordvolt. Le réseau d'aqueduc passe sous le chemin du Richelieu, donc il n'y a pas de nouveau réseau à déployer de ce côté-là. Il y aura probablement une piste cyclable qu'on voudra faire pour se rendre au site. Donc, l'avantage est très, très net là, que d'un point de vue financier, c'est plus intéressant d'avoir un projet industriel qu'un projet résidentiel. D'un point de vue urbanistique, ben oui, il y a l'histoire de la municipalité qui a un passé industriel. Puis vous avez raison, dans les dernières années, la vocation a changé. Puis moi, je me suis toujours présenté dans le passé, là, dans différents événements, là, en disant que le futur de la municipalité, c'était une vocation résidentielle. Puis on ne croyait plus au potentiel industriel de ce site-là. On ne pensait pas qu'il y aurait un jour du développement industriel, mais nous arrive une entreprise, puis là, une entreprise qui est dans un domaine qui est très porteur, celui de la transition énergétique, une entreprise qui a des valeurs environnementales qui sont fortes, une entreprise qui a fait la démonstration qui respecte les critères ESG, là, environnement social et gouvernance, là, qui sont recherchés par les grands investisseurs institutionnels, puis qui, jusqu'à maintenant, là, fait les choses de façon tout à fait correcte, là, puis je dirais même impeccable dans ses relations avec la municipalité. Donc, OK, qui sera probablement éventuellement un employeur de choix pour la région, la vallée du Richelieu, puis même le Grand Montréal. Donc, c'est sûr qu'on a un intérêt de ce côté-là. Autre élément intéressant, 68-70 de notre monde là, à McMasterville travaille à l'extérieur du territoire de la MRC de la vallée du Richelieu. Donc, tu sais, de créer des emplois de proximité, ça a une valeur aussi là, en 2024, là, plutôt que de devoir aller à Montréal, à Saint-Hyacinthe, à Boucherville, pour devoir exercer nos activités professionnelles. Donc, dans une perspective à moyen long terme, puis je ne dis pas que tout le monde de McMasterville va aller travailler chez Nordvolt demain matin, mais de pouvoir travailler à proximité de la maison pour un employeur important, bien, ça a une valeur aussi, tant sur le plan économique qu'environnemental, puis ça se traduit par de la qualité de vie en bout de ligne. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du concept de ville 15 minutes, qui est un concept qui est très, très recherché là, dans l'urbanisme contemporain, donc qui consiste à avoir accès à une panoplie de services, de milieux de travail à proximité de son domicile, donc dans un rayon là, qui nous permet de se déplacer soit à pied ou en vélo là, dans un délai de 15 minutes. Donc, c'est ça qu'on aspirerait à faire avec Nordvolt dans notre communauté. Donc, il y a quand même plusieurs avantages, puis je comprends que c'est un changement. Je ne considérerais pas que c'est un éléphant dans la pièce. Je trouve qu'il y a quelque chose de péjoratif là-dedans. Moi, je vois davantage une opportunité à saisir parce que c'est une entreprise dans un domaine de pointe. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise. On n'aurait pas accepté n'importe quoi non plus. Et la réputation de l'entreprise aussi, jusqu'à maintenant, nous laisse croire qu'ils ont vraiment une volonté sincère de s'intégrer dans le milieu puis de s'impliquer dans la communauté. Une des preuves qu'on a de ça, ben, c'est leur présence lors de séances de rencontres avec les citoyens. Le PDG est venu, il n'était absolument pas obligé de faire ça. Bon, ils ont une approche qui m'apparaît à être différente de bien d'autres industries qui auraient pu se foutre complètement des citoyens. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Je pense qu'ils veulent vraiment établir un partenariat avec la communauté. Puis bien ça, pour nous, c'est rassurant puis ça nous apparaît de bon augure. Cette entreprise-là a aussi un passé récent, on en convient, mais c'est déjà implanté à quelques endroits en Europe. Bon, en Suède, en Allemagne, en Norvège également, où ils ont des installations.
qui sont des pays qui ont quand même des normes environnementales très, très sévères, où quand on fait des enquêtes de réputation, il n'y a pas de problème avec cette entreprise-là. Quand on va sur les lieux, puis vous le savez, on est allé faire une visite là, des sites en Suède, puis on a rencontré les administrations municipales, on a rencontré des citoyens. Il n'y en a pas de problème là, au niveau des nuisances, que ce soit la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le bruit. Ça, rien de ça n'a été constaté, là. Donc ça, encore une fois, ça nous apparaît rassurant. Pourquoi ici à McMasterville, à Saint-Basile-le-Grand? Bon, il aurait pu aller à Baie-Comeau, il aurait pu aller au Michigan, dans l'État de New York, faire des batteries avec l'électricité du Québec, parce qu'ils l'ont envisagé aussi à un moment donné de faire ça. Alors, ils ont décidé de venir s'établir ici au Québec parce qu'il y avait un terrain qui correspondait exactement à leurs critères. Puis là, il y en a 5 grands critères, là. La taille du terrain, ça prend un terrain industriel de très, très grande taille, puis dans la grande région de Montréal, il en reste très peu de ces terrains-là. C'est d'ailleurs pourquoi le ministère des Affaires municipales avait décidé de bloquer la demande de changement de zonage de la ville de Saint-Basile-le-Grand, parce qu'il y a déjà eu une demande pour que ça soit zoné résidentiel, puis les affaires municipales ont dit non, nous, on veut que ça demeure industriel. Étant donné la raréfication des sites industriels dans le Grand Montréal. Autre élément, bien oui, il y a la proximité de la rivière. Pas pour aller jeter là, des produits toxiques dedans. Là. On n'est pas dans cette dynamique-là du tout. Là. Ça se peut plus, ça, en 2024, là, ce genre de choses-là. Les lois environnementales, premièrement, sont là. On se fie à vous. Bien, écoutez, je vais juste terminer, puis on pourra en discuter par la suite, là, mais bon, donc, il y a des lois environnementales qui n'étaient pas là il y a quelques années, à l'époque de la CAL, entre autres. Donc, puis je pense que la population est beaucoup plus sensibilisée à ces éléments-là. Donc, des usines là, qui déversent là, des produits toxiques dans les rivières, ça ne passerait plus aujourd'hui. Puis, ce n'est pas l'intention, je crois, là, de l'entreprise ici. Donc, ils ont besoin d'avoir accès à de l'eau brute pour leur processus de refroidissement. Donc, ça, c'est clair, ils nous l'ont dit. Ils ont besoin d'une grande quantité d'eau. C'est pour ça qu'ils veulent être sur le bord de la rivière, comme ils sont sur le bord de la rivière chez Lefcio et à Borlange, en Suède. C'est exactement la même chose. Ils sont installés sur le bord de cours d'eau, très, très important. Puis, il n'y a pas d'historique là, de déversement de ce côté-là. Autre chose, proximité d'une ligne de haute tension pour l'approvisionnement en électricité. Donc, une ligne qui se retrouve du côté de Saint-Basile-le-Grand. Donc, ils ont besoin d'avoir accès à ça parce qu'on le sait que ça va être un grand consommateur d'énergie. La proximité d'une voie ferrée parce qu'ils veulent utiliser le transport ferroviaire. Puis ça, bien, je pense que c'est important aussi parce qu'on sait que le transport ferroviaire est moins émetteur de GES que le transport par camion. Et l'autre chose, c'est d'être à proximité de la main-d'œuvre. Donc, un grand bassin de main-d'œuvre, puis un bassin de main-d'œuvre de qualité et près de grands centres de recherche et de pôles universitaires, ce qu'on retrouve à Montréal. Puis vous savez, il y a déjà des facultés en matière d'électrification des transports dans certaines universités à Montréal, là, Polytechnique, Concordia. On a des sommités internationales qui travaillent en électrification des transports puis en stockage de l'énergie à Montréal. Donc, il y a aussi cet intérêt-là. Donc, ces éléments-là, on ne les retrouve pas à Baie-Comeau, puis on ne les retrouve pas à Bécancour, puis on ne les retrouve pas nulle part ailleurs au Québec. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent venir s'établir ici dans la vallée du Richelieu. Évidemment, ben oui, le site industriel, la nature a en partie repris ses droits au fil des années. Et puis, ben, ça fait en sorte que, oui, il y a présence d'arbres, il y a présence de certains milieux humides anthropiques qui ont été créés lors des travaux de décontamination, entre autres en 2014. Et tout ça est examiné par le ministère de l'Environnement avant d'émettre leur certificat d'autorisation. Puis, je ne sais pas si vous avez pris connaissance des
mesures de compensation qui sont exigées à Northvolt dans le cadre de l'émission du certificat d'autorisation là, qui a été fait là, au début de janvier, mais c'est quand même assez important. Je l'ai souligné tantôt, préserver 50 hectares sur le terrain. Donc ça veut dire sur le terrain, là, il y a des milieux boisés qui vont être conservés. Entre autres, le long de la voie ferrée pour créer un écran. Puis à d'autres milieux, là, donc ils n'auront pas d'autorisation d'abattre des arbres sur ces milieux-là. Entre autres, l'habitat potentiel là, du petit blongio devra être conservé. Puis il y a des milieux humides aussi qui vont devoir être conservés. Puis les milieux humides qui devront être sacrifiés vont devoir être compensés par l'acquisition de 30 à 50 hectares de terrain dans la région. Donc, c'est quand même important, là. Oui, il y a eu un coût d'acquisition important là, pour ce terrain-là, pour Northvolt, mais ils vont devoir aussi acquérir un autre terrain en termes de mesures de compensation. Donc, bref, ce que dit la loi sur la qualité de l'environnement, c'est dans son esprit, c'est d'essayer d'éviter autant que possible les empiètements en milieu naturel. Si ce n'est pas possible, c'est d'essayer de mitiguer et ultimement, c'est compenser. Donc, ce qu'on voit là, dans le plan jusqu'à maintenant, là, dans le cadre du certificat d'autorisation, là, c'est que le ministère a exigé les 3. Donc, certaines unités de production devront être déplacées, on ne va pas là. Dans certains cas, il faut atténuer l'impact, puis dans d'autres cas, il faut compenser. La compensation est quand même assez importante. Puis l'autre élément, c'est le versement d'une somme là, de, je pense que c'est près de 5 millions là, pour le fonds de réhabilitation là, de milieux humides. Donc, un fonds là, qui est constitué par le gouvernement du Québec qui va devoir servir aussi à recréer des milieux humides dans la vallée du Richelieu. Bref, jusqu'à maintenant, il semble que le ministère de l'Environnement prend ça très au sérieux puis qu'ils suivent le dossier d'une façon assez rigoureuse. Là. C'est pas carte blanche. Là. Voici votre permis, rasez les arbres puis rasez tout. Là. On n'est pas là-dedans du tout. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont exigées en Northvolt. Alors maintenant, vous me demandiez long préambule pour arriver à la réponse à votre question par rapport à l'intervention du BAP dans ce dossier-là. Je vais devoir vous ramener au gouvernement du Québec qui a la juridiction pour déterminer des règlements pour assujettir un projet industriel de cette envergure-là à un examen du BAP. C'est vraiment de ce côté-là que ça se décide. Nous, comme administration municipale, ce qu'on peut faire, par contre, c'est de travailler avec des intervenants à plusieurs niveaux, puis on est en train de le faire, que ce soit l'Autorité régionale de transport métropolitain pour la planification des déplacements futurs dans la région, que ce soit avec la Direction de la santé publique, que ce soit avec le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement. On travaille avec une foule de partenaires actuellement pour faire en sorte que le projet atterrisse bien dans notre communauté. Alors, voilà. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Vous avez bien répondu. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, il n'y a pas d'autres questions. Alors, ça nous amènerait au point suivant, qui est la levée de l'Assemblée. Si vous le souhaitez, avant de procéder à la levée de l'Assemblée, je comprends que ça peut être intimidant de se présenter au micro pour poser des questions, mais on va aller vous voir après. Donc, vous n'êtes pas obligé de quitter. On pourra aussi répondre à d'autres questions là, si jamais vous le souhaitez. Donc, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vais la proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Taillon. Donc, je vous rappelle que jeudi, à compter de 17h, nous aurons une séance extraordinaire. Donc, un point qui n'a pas pu être ajouté aujourd'hui à la séance, qui devra être discuté dans le cadre de cette séance extraordinaire, jeudi, à compter de 17h. Très bien. Sinon, prochaine séance ordinaire du Conseil aura lieu le 5 février prochain. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée.